Bonjour et bienvenue à toi youtubeur, que tu fasses du rugby, de la danse ou du soccer, c'est Romain Galou pour une toute nouvelle chronique qui j'espère te mettra du baume au cœur. Ah, la bonne heure. Je vous présente Romy Galette, mon fidèle acolyte, tout en lunettes, en barbe et en bonnet chamarré. Je t'en prie, dis-nous bonjour Romy. Ah bah bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver et puis de participer à la nouvelle vidéo de la vie du tous les jours. Alors non justement Romy, je suis désolé je te coupe, mais c'est plus la vie du tous les jours là. Ah non c'est terminé ça, c'était il y a plus de 5 ans quand même hein. D'accord... Alors c'est pourquoi tout ça? Alors je vais saisir au vol la superbe transition que tu m'offres là mon cher binôme grâce à cette question très pertinente qui me permet de vous souhaiter la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Mais où est passé l'ancien décor? La petite piole sous les toits là, mansardée, bleue et blanche. Non mais là tu décris la chambre chez mes parents. Enfin c'était il y a super longtemps ça aussi. Là on est chez moi, c'est mon appartement. Oh le coup de vieux que je viens de prendre. Le temps de laisser mon compère chamboulé se remettre de ses émotions, permettez-moi de recentrer le débat et d'introduire de la manière la plus délicate possible l'idée d'une nouvelle chaîne consacrée au football américain. S'il vous plaît, faites qu'il ait pas choisi un nom débile. En effet, comme nous le fait remarquer Romy, cette chaîne aura un nom plus en rapport avec le sujet principal afin de lui offrir une meilleure visibilité pour le tout venant ou pour celui qui a envie de parfaire sa culture footballistique. C'était effectivement pas évident de comprendre qu'une chaîne appelée La Vie du tous les jours pouvait parler de foot US. C'est pour cela que nous allons utiliser cette feuille de papier toilette imaginaire pour essuyer toutes les merdes du passé, garder ce qui peut être sauvé et jeter le reste dans la cuvette en tirant bien fort la chasse pour les faire partir à tout jamais dans les égouts de l'oubli. Et donc, quel sera le sujet de cette toute première vidéo de ta toute nouvelle chaîne qui sent maintenant bon la faïence propre et le sapin des Landes? Nous allons y venir, chers camarades impatients. Alors, concentre-toi bien et écoute. Je suis tout oui. Avant qu'un édifice ait une toiture, ne lui faut-il pas des fondations? Oh putain, il recommence. Non mais fais un effort. Si le football qu'on connaît aujourd'hui, ça représente la toiture de l'édifice, alors les fondations, ça représente quoi? Mais tu fais une vidéo sur l'architecture maintenant? Ah mais non, ce sera une vidéo sur les omelettes, sur les orgies. Attention, je suis pas sûr que t'aies le droit de faire ça ici. Hein. Les oris... Bon arrête maintenant, t'es relou là. Mais sur les origines, bordel de merde, enfin t'es bouleversant de conneries mon pauvre Romy. Mais alors pourquoi tu me parles de toiture? Bienvenue dans les chroniques du football américain. On est tous d'accord pour dire que c'est un sujet un peu flou, donc qu'est-ce que c'est que ça, Romy? J'ai simplement voulu illustrer ton propos par un flou artistique, tu comprends? Ben oui, mais les gens voient plus rien, voyons là. Remets-moi ça correctement avant que ça commence à m'énerver. Merci, et tu me refais plus jamais ça. Donc comme je le disais, c'est un sujet un petit peu flou, tu me retires les mains de cette caméra, mais on va essayer de rendre ça un peu plus net et de manière méthodique. On a qu'à appeler méthode man. Arrête ça. J'ai donc mené des recherches approfondies sur le sujet et il en est ressorti une chose très simple. L'homme, depuis la nuit des temps, aime la bagarre. Et comme il lui fallait une excuse pour le faire en toute légalité, il a décidé d'en faire un sport, comme ça il était peinard. Où t'en vas-tu encore, Maro? Nulle part, mon bon seigneur, nulle part. Ne me dis pas que tu t'en vas encore t'adonner à la bagarrerie toute l'après-midi. Morbleu si, mon seigneur, mais cette fois il n'y aura point de représailles, car me voilà licencié de la CFB, Confrérie Françoise de la Bagarrerie. Cesse donc de me rabattre les esgourdes avec tes sornettes. Cela me fait sortir de mes culottes à reculons. Mais regardez par vous-même, noble maître, c'est écrit sur ma carte de confrérie. Me prendrais-tu pour un bellitre? Que nenni, ce ne sont que des bons hommes en bâton. C'est exact, mon bon maître. Mais le malheur est que nous ayons choisi Enguerrand le fossoyeur pour calligraphier nos cartes de confrères. Et cette bourse molle ne sait pas écrire. Alors soit. Et tâche de ne pas t'estropier, sale mufle. N'ayez crainte, juste seigneur, n'ayez crainte. Et c'est ainsi qu'est né aux alentours du XIe siècle le sport qui, après moult recherches et heures de réflexion, semble le plus enclin à être l'ancêtre de notre football américain. Il s'agit de la soule. C'est donc, comme nous le disions, au XIe siècle que ce jeu vit le jour, principalement en Normandie pour notre partie du globe, et destiné au départ aux basses classes de la population. Le but de ce jeu consistait à apporter d'un point A à un point B un objet quelconque. Un gros caillou, un crâne, une peau de bête remplie d'herbe, à peu près tout ce qui pouvait leur tomber sous la main. Eh bah, encore une fédération qui se donne les moyens, ça fait plaisir. Donc, nous disions, apporter un objet d'un village à un autre avec deux équipes composées de tous les hommes valides du village. Et pourquoi valides? Tu vas me dire qu'il y avait une section handi-soul? Mais non, je dis juste qu'on est au XIe siècle. Si t'es pas valide, c'est que t'es mort. Ah oui, là, un point pour toi. Le but de chaque équipe était d'apporter le fameux objet à un endroit stratégique du village adverse. Une mare, l'église ou un arbre en donnant de grands coups de pied dedans. Eh ben ça devait être beau, tiens. Une bande de gugus courant après leur babal pour shooter dedans à grands coups de pied. Ça existe encore, hein, si tu réfléchis bien. Oh la vache, mais oui! Étant donné le manque de règles et le nombre ingérable de joueurs, ces jeux avaient tous comme aspect commun la violence et la dangerosité. Ils ont été plusieurs fois interdits en France jusqu'à la Renaissance. Mais ça ne les a pas empêchés de traverser les siècles tout en évoluant au fur et à mesure des années. Des basses classes du peuple, c'est ensuite le clergé qui commença à pratiquer la soule, qui devint alors moins violente et plus accessible, à tel point que même les nobles commencèrent à y jouer, avec des règles s'approchant plus du soccer qu'on connaît aujourd'hui.
Il est important de préciser que c'est pour bien faire la différenciation entre le football américain et le football normal que j'emploie le terme soccer. Donc quand je dirai football, ce sera pour le football américain, et quand je dirai soccer, ce sera pour le sport nul. Mais enfin, Romy, tu peux pas dire ça, voyons. Ah bah si, c'est à chier comme sport. D'accord, mais ils sont quand même nombreux les joueurs de soccer en France. Il faut que tu comprennes qu'on n'a pas les moyens de se priver d'un public aussi conséquent. Malheureusement, la Soul tomba petit à petit dans l'oubli à cause de son impopularité due à sa violence, mais surtout à cause de l'exode rural qui la priva petit à petit de ses joueurs. Mais rassurez-vous, la fin de cette histoire n'est pas totalement noire, car il reste encore une flopée d'irréductibles normands et picards qui jouent encore à la Soul aujourd'hui. Il y a même un championnat, et on peut dans certaines régions y apprendre les règles dans les écoles et les centres aérés. Une bien belle façon d'inculquer la valeur des sports à nos chérubins. C'est au XVIIe siècle que les premiers colons ont apporté avec eux les traditions de ce qu'ils appelaient les kicking games, mais le véritable essor de ces jeux ne débutera qu'au XIXe siècle lorsqu'ils furent intégrés au système éducatif anglais et ensuite copiés par les grandes écoles américaines. Donc à cette époque, on peut conclure que toutes les universités britanniques ou américaines ne jouent qu'au soccer. Mon Dieu, ça fout le vertige, hein. Mais une lueur d'espoir vient percer les nuages gris qui surplombent cette sombre époque. Cette lueur porte un nom, William Webb Ellis. En effet, c'est en 1823, lors d'un match entre deux écoles anglaises qui semblaient inexorablement se terminer sur un score nul, que le jeune William, scolarisé à l'université de rugby, décida d'attraper la balle à la volée et au lieu de retaper dedans au pied, il se la cala sous le bras et courut avec jusqu'à la zone d'en but. Les spectateurs et les joueurs se sont vite aperçus que ça rendait le jeu bien plus agréable à regarder et qu'il était bien plus intéressant de protéger la balle en la serrant dans ses bras plutôt que de passer son après-midi à taper dedans. Et c'est valable pour les femmes aussi. Waouh! Bah quoi, j'ai dit une connerie? Non, c'est juste que je m'attendais pas à un discours féministe de ta part. Ça joue de quel instrument, féministe? Laisse tomber. Et c'est donc après ce jour que le jeune étudiant de rugby, la ville, pas le sport, donna un nouveau style de jeu à ce nouveau sport qu'il appela rugby, le sport, pas la ville. Il a eu du pif, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il est enterré à Menton. Aucun rapport. Ah bah si, le pif et le menton, c'est à côté. Il faudra attendre l'année 1869 pour voir le premier match officiel de football qui se jouera entre deux grandes écoles, Rutgers contre Princeton. Sauf que personne ne s'est encore vraiment mis d'accord sur les règles, ce qui fait qu'on joue avec les règles de Rutgers quand c'est eux qui reçoivent, mais au match retour chez Princeton, on jouera avec les règles de Princeton. Mes très chers amis, aujourd'hui c'est un immense plaisir de vous recevoir pour disputer ensemble ce match d'American Football. Alors non, enfin tout d'abord merci, mais là il y a une erreur, je suis pas d'accord. Plaît-il? Alors n'y voyez pas d'offense, mais c'est-à-dire que nous on est l'équipe de ping-pong. Donc c'est un peu emmerdant. On a longtemps acté le fait que cette rencontre du 23 novembre 1869 était comme la première rencontre de football de tous les temps. Mais l'histoire est une pute et les historiens comme Stephen Fox n'ont de cesse de nous le rappeler, car ce qu'on pensait être comme le premier match de football américain ne serait en fait tout simplement qu'un putain de match de soccer. Encore lui. La NFL et Princeton valident d'ailleurs cette version. On dit que de trop regarder le soccer ça te lève le cerveau. Et qu'à force tu deviendrais même un supporter. Ce n'est que 7 ans après, le 23 novembre 1876, que les universités américaines décident durant la Massasoit Convention d'adopter l'ensemble des règlements de la Fédération anglaise de rugby. Mais ils décident de pas compter les points pareils, car sinon on pourrait croire qu'ils ont copié sur le voisin. C'est donc chaque année que les représentants d'universités vont se réunir pour inventer les règles du jeu qui rendront le football de plus en plus jouable et attrayant. Et parmi eux se trouve d'ailleurs celui qu'on continue de nommer aujourd'hui comme le père spirituel du foot US, Walter Camp. À qui on doit la majorité des règles qui se pratiquent encore aujourd'hui. C'est dans les années 1880 que le cerveau de Walter bouillonne, car il va nous inventer le système de down ou d'essai qu'une équipe a à parcourir pour une distance donnée. À l'époque, 3 tentatives pour faire 5 yards. Il va aussi instaurer la règle de la ligne de scrimmage qui séparera les deux équipes lors de l'engagement, il décidera des dimensions officielles des terrains qui devront faire 100 yards de long et de chaque côté 2 zones d'embut de 10 yards chacune, et enfin diminuera le nombre de joueurs par équipe le passant de 15 à 11. La légende raconte que cette réduction de joueurs serait due à une équipe qui serait venue disputer un match avec 4 joueurs malades. Du coup l'autre équipe s'est alignée et le match s'est joué à 11 contre 11. À la fin tout le monde s'est rendu compte que ça rendait le jeu plus fluide et plus agréable à regarder, du coup c'est resté comme ça. C'est en même temps que tout ça qu'est apparu le système de points avec un touchdown qui vaut 2 points, une transformation 4 points et un field goal 5 points. Et on sent encore la dominance soccer avec un jeu au pied favorisé par le nombre de points importants qu'il rapporte. C'est à cette époque aussi que sont autorisés les plaquages sous la ceinture et le système de blocage ou de bloc. Ça va d'ailleurs très vite donner des idées aux entraîneurs qui vont organiser les blocs pour favoriser la progression du ballon. Dès 1892, on va commencer à recenser les premiers joueurs professionnels rémunérés, mais il faudra attendre l'année 1896 pour qu'une équipe soit exclusivement composée de joueurs pros. Allegheny Athletic Association. À tes souhaits. Avec toutes ces nouvelles règles et ces aménagements, on pourrait aisément croire que le foot US va bon train, mais il n'en est rien, il reste un sport violent et souvent mortel. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début des années 1900, le président Roosevelt menace de le faire interdire si des règles plus sécuritaires ne sont pas mises en place. Alors que pendant sa campagne, il avait dit qu'il toucherait pas au football. Et bim! Première chose qu'il fait quand il arrive à la présidence. C'est en 1906 que va être créée la NCAA. National Collegiate Athletic Association. Bordel, mais mouche-toi!
association qui va gérer tout le sport universitaire et qui va surtout faire voir le jour à de nouvelles règles comme l'interdiction de blocs en masse, l'invention du poste de quarterback et du coup l'autorisation de faire une passe en avant. Mais avec la restriction de 15 yards de pénalité si elle était incomplète, donc fallait quand même être sûr de soi. On augmente aussi la distance et le nombre de tentatives pour avoir le first down, 4 tentatives pour faire 10 yards, et surtout la réduction du temps de jeu passant de 70 à 60 minutes. Eh ben oui, c'est mathématique. Moins tu joues longtemps, et moins t'as de chances de mourir. Ah, déjà à l'époque, ils plaisantaient pas avec la sécurité, ces ricains. Il faudra attendre 1912 pour que le touchdown vale enfin 6 points au lieu de 2, ce qui va radicalement changer le style de jeu en donnant une plus grande importance au jeu de passe plutôt qu'au jeu au pied. Les équipes les plus réticentes à employer ce nouvel outil technique de la passe en avant vont d'ailleurs très vite l'adopter à force de se faire poutrer par celles qui l'ont incluse dans leur style de jeu dès le départ. C'est à cette période qu'on verra les premiers héros et porte-drapeaux du football arriver sur le devant de la scène, notamment avec l'Indien Jim Thorpe qui aida le football à être reconnu comme un sport à part entière. Et en plus de tout ça, il va participer aux JO et devenir double champion olympique du pentathlon et du décathlon parce qu'il avait un peu de temps à tuer. C'est dans un climat de Première Guerre mondiale que le football américain fut introduit en France avec l'arrivée des troupes américaines qui y vivaient durant la guerre et qui créèrent même un championnat en 1918 entre les différents régiments qui fut remporté par l'équipe de la base navale de Pauillac en Gironde. C'est comme ça par exemple qu'on a connu le foot US dans la ville de mon enfance à Dreux, qui garde en souvenir de leur passage tout un quartier qui avait été construit pour les soldats américains et qui porte toujours le nom de cité américaine. C'est là qu'ont été créés les Vikings de Dreux, qui sont en fait les ancêtres de ma première équipe de foot, les Monarchs de Dreux, qui eux sont toujours présents et en compétition et que je salue avec une joie non dissimulée. Le football américain devient de plus en plus populaire, grand public, et commence à remplir les stades de manière conséquente. C'est pour cela qu'en 1920, on décida de créer la première ligue professionnelle. L'American Professional Football Association, qui deviendra par la suite la National Football League, plus communément appelée NFL. Dans les années 1930, des grandes finales entre équipes universitaires sont organisées et sont baptisées Bowl. 5 grandes finales portant les noms de Sunday, Sugar, Rose, Cotton et Orange Bowl. Juste pour vous rendre un peu compte de l'expansion et de la popularité du football américain en université, 5 bowls en 1930 contre 34 en 2008. Tu nous les nommes comme t'as fait pour les 5 premiers ? Alors il y a le... Les équipes professionnelles s'intéressent de plus en plus aux talents universitaires et c'est en 1936 qu'elles décident d'aller piocher leurs nouveaux joueurs directement dans les universités à la fin de leur cursus scolaire, créant ainsi la NFL Draft. La draft est organisée en fonction du classement de l'année précédente. Le dernier du classement sera le premier à pouvoir choisir des joueurs et donc par définition il s'arrangera pour choisir les meilleurs. Le premier quant à lui aura le dernier choix et donc par définition des joueurs moins bons, enfin du moins ceux qui restent. Ce système est censé rééquilibrer les inégalités entre les équipes. Ça donne de l'espoir à tous ces nuls qui été choisi en dernier à la récréation pendant la composition des équipes. Mais comme vous le savez tous, dans la ville, il n'y a pas que des gentils, car l'expansion de la NFL et sa popularité constante va créer énormément de convoitises. En juin 1944 fut créée une autre ligue concurrente appelée la All-American Football Conference, et elle devient d'ailleurs une rivale de taille car elle dépasse largement la NFL sur le nombre de spectateurs qui viennent au stade. Mais heureusement pour la NFL, les gens se lassent des matchs proposés par l'AAFC car le championnat n'est dominé que par une seule équipe qui gagne tous ses matchs avec une aisance déconcertante. Accrochez-vous, c'est complètement fou et même moi j'en reviens pas de ce que je m'apprête à dire, mais c'est les Browns de Cleveland qui gagnent tous les championnats de 1946 à 1949. Donc finalement, l'AAFC fait faillite en 1950 et la NFL en profite pour s'étendre un peu plus et englober les équipes de la défunte comme les Browns et les 49ers. La saison 1 est terminée, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu, mais attention, un autre méchant débarque et va lancer la saison 2. Ah non, t'es chiant, hein ? J'avais pas encore vu, tu m'as tout spoilé. C'est en 1960 qu'un second concurrent débarque sur le marché, une nouvelle ligue appelée AFL, qui décide elle de surfer sur la vague du moderne et du show en installant pour la première fois des panneaux lumineux indiquant le temps de jeu. La NFL est touchée mais pas coulée, car pour riposter, elle décide d'implanter des équipes dans les villes où des équipes de l'AFL sont déjà en place, ce qui donne une bataille médiatique pour tenter de récupérer les meilleurs joueurs ou encore les meilleurs droits de diffusion. Ce qui va à la longue grandement lasser les spectateurs qui boycotteront les matchs et qui feront même stagner l'ascension du football professionnel. Conscients du danger financier que peut provoquer ces querelles, les deux ligues décident de s'associer en 1966 en gardant le nom NFL. Et pour sceller cette fusion, une grande finale fut organisée entre les deux champions de chaque ligue. Sans le savoir, ils venaient d'inventer le Super Bowl. Je vais d'ailleurs t'expliquer quelque chose, jeune spectateur attentif. Sache qu'on ne dit pas la finale du Super Bowl. Non, le Super Bowl étant déjà une finale, il serait complètement stupide de dire la finale de la finale, hein. Donc à partir de maintenant, on arrête de jouer l'idiot et on dit juste Super Bowl. C'est tout. La fusion fut vraiment complète au début de la saison 1970 avec la création de deux divisions, l'AFC et la NFC, comportant chacune 16 équipes réparties en 4 poules, nord, sud, est et ouest. Il n'y a qu'en 1980 qu'une ligue financée par des fonds d'investisseurs fortunés tenta de venir perturber l'organisation bien huilée de notre bonne vieille NFL. Mais dans le sport, il n'est jamais question que d'argent et une mauvaise gestion aura raison de l'United States Football League en seulement 3 ans. On pourrait presque en faire une fable.
Mais là, tu nous as parlé essentiellement des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé en France après son arrivée pendant la guerre que tu nous racontais tout à l'heure? Ah, ta soif de savoir et ton entrain me fait chaud au cœur, mon cher Romy. Pour l'Hexagone, il faudra être un peu plus patient et attendre les années 1980 pour voir le football américain s'implanter en France grâce à Laurent Plejlat qui créa le premier club français, les Spartacus de Paris. Bien faire le distinguo donc entre les premières équipes de militaires américains qui étaient en France pendant la guerre et les premières équipes françaises composées de Français qui sont là parce que des Américains sont venus faire la guerre justement. Merci mon cher Romy de prononcer les phrases politiquement incorrectes à ma place. À ton service. Donc, en juin 1981, le premier match officiel de football américain français opposera les Spartacus de Paris aux Météores de Nogent. Impossible de trouver le score final, donc si vous avez l'info, n'hésitez surtout pas à nous la partager en commentaire. En 1983 fut créée la Fédération française de football américain, plus communément appelée la 3FA, et c'est la même année que l'équipe de France disputera son premier match contre la Finlande. Et c'est ainsi qu'après avoir traversé les époques, les frontières, les guerres et les embûches, le football américain arriva en France. Au début méconnu, incompris, esseulé, il a su garder espoir et rester digne pour les quelques joueurs qui s'y sont intéressés dès le départ. Il a su faire parler de lui, se moderniser, s'inventer, grandir petit à petit, licencié par licencié, pour devenir ce beau sport qu'on connaît, qu'on pratique et qu'on a la chance de pouvoir venir voir le dimanche après-midi en famille, sous un beau soleil de printemps. Putain le con, il va réussir à me faire chialer. Si comme moi tu as cette passion, je dirais même cet amour pour notre sport et que comme moi tu veux le faire connaître et conter son histoire autour de toi, à ta famille, tes amis, ta meuf, ton mec, que sais-je, alors partage cette vidéo, commente-la pour lui crier ton amour ou pour ajouter une info importante qui aurait été oubliée, et enfin abonne-toi aux chroniques du football américain pour ne rien louper du futur contenu qui arrive très vite. Quant à moi, je suis particulièrement heureux et ému de vous retrouver ici après toutes ces années. 5 ans c'est long, mais ça m'a permis de bien réfléchir à ce que je voulais faire et dire sur cette chaîne. Ça m'a permis aussi de bien m'équiper et surtout de bien apprendre à maîtriser cette nouvelle technologie pour vous donner la meilleure qualité possible, car vous le méritez, et même bien plus. J'aimerais d'ailleurs remercier un beatmaker du nom de Raven qui m'a énormément conseillé sur les micros, le matos et les logiciels à avoir pour obtenir un son propre et audible. J'espère d'ailleurs que ce que vous entendez là lui rend bien justice. Je vous mets en description les liens de ses pages. Allez jeter un œil, enfin plutôt une oreille sur ce qu'il fait. On est avec du concentré de talent sur son lit de créativité. Et je dis pas ça parce que c'est mon cousin. Un petit mot pour la fin? Avec grand plaisir. Donc Romy et moi-même vous souhaitons encore la bienvenue dans les chroniques du football américain. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne en partageant la vidéo, en commentant et en likant si vous avez bien aimé ou pas aimé d'ailleurs, car une critique négative ne sera jamais une mauvaise critique si elle est constructive. C'est exact. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, vivez vos rêves, allez au bout de vos idées, car il ne faut aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Carlos. Ah, presque. Jean Jaurès. À très vite dans les chroniques du football américain.